Forex, marché d'échange flottant. Le dollar US va-t-il rester le roi? Oui, le dollar US est le grand gagnant de cette année sur le marché d'échange flottant. Je vous propose un topo pour évaluer les grands gagnants et les grands perdants sur le marché d'échange cette année, en ce jour où le marché attend les chiffres de l'inflation aux États-Unis et où le dollar, justement, pourrait entrer en consolidation technique. C'est parti, chers amis, pour le Fast and Forex de ce mercredi 11 mai 2022. Alors, je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi qui voit la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Vous savez que c'est le thème du moment. C'est le facteur contre lequel la Réserve fédérale lutte de toutes ses forces. Une telle force qu'elle a entraîné une envolée des taux d'intérêt et qu'elle a entraîné une envolée du dollar américain sur le marché d'échange. Vous en avez comme illustration la chute du cours de l'euro-dollar ou encore l'envolée récente du taux USD-CHF. Je vous propose donc de faire un bilan des gagnants et des perdants sur le marché d'échange cette année, avec un bilan des fondamentaux qui l'expliquent. Et vous allez voir que les choses ne sont pas si évidentes. Il n'y a pas que les banques centrales, d'autres thèmes comptent et impactent le marché d'échange, les tendances des grandes monnaies, le lien avec les matières premières, le lien avec la guerre en Ukraine. Et puis, naturellement, je vous proposerai donc l'analyse technique des taux de change qui sont concernés. Alors, je me réduis pour que vous puissiez voir les différentes illustrations. Et puis donc, nous allons commencer l'analyse. Alors, Forex, les gagnants et les perdants de la crise. Voici en détail le plan que je souhaite donc vous proposer dans cette vidéo. Tout d'abord, première question, comment mesurer la performance intrinsèque d'une monnaie? Si vous vous intéressez au marché d'échange, typiquement, si vous vous intéressez par exemple au cours de l'euro, le réflexe que chacun a, c'est naturellement de s'intéresser à l'euro-dollar. Mais est-ce vraiment la meilleure solution? Eh bien non. De la même façon, évaluer la performance du dollar américain ne consiste pas en évaluant la performance de l'euro-dollar, mais en version inversée. Il existe pour cela des indices devises. Des indices devises sur lesquels il est tout à fait possible de pratiquer l'analyse technique. Je vais donc vous montrer ça. Et puis, on va regarder déjà un état des lieux des performances. Alors oui, la source principale de la force des monnaies, des tendances des grandes devises est la divergence des politiques monétaires. C'est la source première de la hiérarchie des devises. Et vous savez, la Réserve fédérale des États-Unis, la Fed, la Banque centrale américaine, est rentrée dans une période restrictive très marquée de sa politique monétaire. Alors d'ailleurs, attention aujourd'hui à l'inflation US à 14h30. Attention aujourd'hui à l'inflation américaine, car cette inflation est attendue en ralentissement. C'est-à-dire, non pas négative, mais depuis des mois, l'inflation, mois après mois, ne cesse d'accélérer. Eh bien là, elle devrait rester en hausse, mais décélérer dans sa pente. Je vais vous montrer le consensus. Et cela pourrait peut-être enfin entraîner une consolidation du dollar américain. C'est-à-dire un rebond de l'euro-dollar. Soyons bien clairs. Alors, il y a d'autres sources de la force et de la faiblesse actuellement des monnaies, liées au spread des taux d'intérêt, liées à la proximité de la guerre en Ukraine, aux économies qui sont plus ou moins concernées. Vous allez voir donc tout cela en termes d'analyse technique, euro-dollar, USD-CHF, USD-Yen, euro-CHF et USD-CNY, car, oui, l'USD-CNY, je vous en ai parlé récemment, depuis plusieurs semaines, préparait une base, il s'est envolé. La chute du yuan renminbi, en grande partie, alors oui, il y a la divergence des politiques monétaires parce que la Banque populaire de Chine est la seule grande banque centrale majeure qui assouplit sa politique monétaire, mais c'est parce qu'elle mène aussi actuellement une politique de zéro Covid qui contraint son économie. Je vous en ai dit un mot dans l'émission Top Gun de ce lundi 9 mai, que vous pouvez reprendre sur la chaîne.
Alors commençons par le commencement, les indices devises, les grands gagnants et les perdants. C'est toujours important d'avoir du contexte pour bien appréhender l'analyse. Alors, les indices devises comme benchmark, c'est de loin la meilleure option pour commencer. Les indices devises comme benchmark, c'est-à-dire comme indice de référence. Alors, qu'est-ce qu'un indice devise? Un indice devise est une moyenne pondérée de la valeur d'une monnaie face à un panier de devises majeures. Vous les avez représentés donc ici à droite sur le graphique. Ce graphique expose depuis le début de l'année, c'est la performance depuis janvier 2022 en pourcentage, la performance de chaque monnaie. Je ne dis pas de chaque taux de change, de chaque monnaie. Je m'explique. DXY, c'est le code du dollar américain. CXY, le dollar canadien. AXY, le dollar australien. EXY, l'euro. Le dollar néo-zélandais, le franc suisse, la livre sterling et le yen japonais. Ces indices devises sont disponibles sur les plateformes graphiques et sont la version intrinsèque de la performance d'une monnaie. Je vous laisse tout de suite observer, je vais retirer la petite caméra, je vous laisse observer la performance arrêtée à aujourd'hui, depuis le début de l'année. La seule devise qui est en hausse, est bel et bien le dollar américain. C'est le roi. Le dollar, représenté ici avec cette courbe en pointillé, avec des petits points, propose une hausse de 7,80% depuis le début de l'année. Toutes les autres monnaies majeures, j'ai bien dit toutes, le dollar canadien, le dollar australien, l'euro, le dollar zélandais, le franc suisse, la livre sterling, le yen, tout en baisse, dans des proportions moindres. On voit que c'est l'hécatombe pour les devises européennes, là aussi elles sont toutes concernées, et un peu moins pour le dollar canadien et le dollar australien, on en verra les raisons. Alors, c'est donc la première observation, et donc tout le monde se pose la question de savoir ce dollar qui n'a cessé de monter, quand est-ce qu'il va retracer? Quand est-ce qu'il va au moins se stabiliser? A-t-il encore du potentiel? Si le dollar US face à un panier de devises devait se stabiliser ou retracer un peu, cela signifierait un rebond du cours de l'euro-dollar, car l'USD est la contrepartie dans le cross euro/USD. Alors, je pris l'exemple ici du dollar index parce que c'est lui le leader, et c'est de toute façon sur le marché d'échange flottant la devise la plus tradée. Eh bien, vous avez le détail de son calcul. Dans le calcul, c'est une moyenne pondérée du dollar US face à un panier de devises. Vous avez 57,6% d'euros, 13,6% de yen japonais, 11,9% de livre sterling, 9,1% de dollar canadien, 4,2% de couronne suédoise et 3,6% de francs suisses. Voilà, donc, premier constat, le dollar est de loin leader et toutes les autres devises majeures sont en baisse. La raison principale de tout ceci est naturellement la divergence des politiques monétaires. Je vous remontre ce graphique proposé par l'excellent analyste et ami Valentin Offron. Je vous invite d'ailleurs à suivre sur Twitter pour suivre ses commentaires macroéconomiques toujours très percutants. Eh bien, me revoilà. Eh bien, il a positionné ici les différentes banques centrales majeures en tenant compte du cycle monétaire, c'est-à-dire à la fois ce qu'on appelle la politique monétaire non conventionnelle et la politique des taux d'intérêt. Je vous ai rappelé donc que, par exemple, le dollar CNY s'envolait, mais c'est parce que actuellement, la Banque populaire de Chine est la seule à avoir une politique monétaire expansionniste. Et à l'opposé, la Fed, elle, est dans une politique monétaire archi-restrictive, c'est-à-dire qu'elle monte ses taux, increasing rates, et qu'elle réduit son bilan. Alors, l'euro-dollar, s'il a baissé, c'est parce que la Banque centrale européenne, elle, continue d'augmenter son bilan, mais à un rythme moins élevé, et n'a pas encore augmenté ses taux. D'ailleurs, la Banque centrale européenne est attendue pour une première hausse de taux cet été. C'est intéressant de savoir que comme le marché est toujours dans l'anticipation, à un moment ou à un autre, le dollar aura atteint son point haut parce que tout est dans les cours. Et justement, se pose la question de la recherche d'un support de l'euro-dollar. Ça, c'est un sujet dont on aura l'occasion de reparler régulièrement. Donc, c'est la première explication de la dynamique actuelle. Mais pourtant, me direz-vous, je reviens sur le graphique précédent,
La livre sterling, par exemple, BXY, est en chute, beaucoup plus que l'euro index. La livre sterling est une des devises les plus faibles. Pourtant, où se trouve la Banque d'Angleterre dans le cycle monétaire? Eh bien, elle aussi, et même encore plus que la Fed, réduit son bilan et augmente ses taux d'intérêt. Alors pourquoi la livre sterling est encore plus sous pression que le taux de change de l'euro? Eh bien, c'est qu'il existe d'autres déterminants de la tendance actuelle et du classement actuel des monnaies sur le marché des changes. Il y a bien sûr un lien avec le risque de récession économique lié à la guerre en Ukraine, et un certain nombre de matières premières ont moins baissé car elles ont un lien fort avec le prix des matières premières. Et c'est notamment le cas des grands pays occidentaux exportateurs de matières premières, notamment le Canada et l'Australie. Ce qui explique que le dollar canadien et le dollar australien, même s'ils ne sont pas positifs depuis le début de l'année, est nettement moins baissé que les devises européennes pour qui c'est l'hécatombe, et alors le yen japonais, lui, est tout en bas. Le yen japonais, lui, est tout en bas, eh bien, voici la raison. La Banque centrale du Japon continue une politique monétaire globalement expansionniste. Donc, nous avons ici les raisons premières. Alors, la chute des devises européennes, c'est vraiment la chute libre, ces devises européennes, en lien bien sûr avec la guerre en Ukraine, mais il y a autre chose. Les devises européennes sont d'abord emportées à la baisse. Et quand j'entends devises européennes, je parle ici de l'euro, du franc aussi, qui a chuté, et de la livre sterling, pour les devises majeures. Le poids de la guerre en Ukraine, une probabilité de récession économique plus forte pour les pays européens que pour les États-Unis, on comprend pourquoi, mais surtout, si je reviens au taux de change de l'euro, il est sous l'influence de ce qu'on appelle le spread de taux d'intérêt, c'est-à-dire les écarts de rendement obligataire entre les principales économies de la zone euro. Alors, nous ne sommes pas là comme en plein cœur de la crise de la dette souveraine il y a maintenant une dizaine d'années, mais observez bien ce que vous avez sous les yeux. Vous avez sous les yeux un graphique qui représente le taux d'intérêt de l'Italie à 10 ans, ITDY, le taux d'intérêt de l'Espagne à 10 ans, le taux d'intérêt de la France à 10 ans et le taux d'intérêt de l'Allemagne à 10 ans. La hiérarchie économique est respectée. Celui de l'Allemagne est à 1%, celui de la France est à 1,5%, de l'Espagne à 2% et de l'Italie à 3%. Ils ont tous une tendance haussière actuelle, on le sait pourquoi, la tendance haussière des taux d'intérêt, mais l'euro est sous l'influence du spread de taux d'intérêt, c'est-à-dire de la tendance de l'écart entre ici par exemple le 10 ans italien et le 10 ans allemand, ou encore le 10 ans français et le 10 ans allemand. Et donc, une des explications de la baisse de l'euro ces dernières semaines a été la pente haussière du spread de taux, la courbe haussière entre l'Italie et l'Allemagne. Ces spreads ont tendance à reculer actuellement, mais c'est ce qui met sous pression le taux de change de l'euro, car cela crée un éclatement des conditions de financement d'une zone qui pourtant a les mêmes monnaies. Et donc ça, c'est vraiment une difficulté. Donc ce spread de taux d'intérêt est très important, et quand bien même le dollar imaginons que le dollar entre en consolidation, car il a beaucoup monté et qu'il est sur des niveaux techniques importants, on va regarder les graphiques, eh bien, ça n'inclut pas forcément un rebond de l'euro-dollar, car l'euro a ses propres sources de pression. Et c'est pour ça qu'il faut suivre de près ce spread des taux. Alors on va passer maintenant donc à l'analyse technique de ces taux de change. J'insiste, je vous rappelle qu'aujourd'hui est publié donc aux États-Unis le chiffre de l'inflation pour ce mois. Observez bien s'il vous plaît. Le taux d'inflation, précédemment à 8,5, est attendu à 8,1. Alors, me direz-vous, c'est toujours énorme, oui. Mais ce qui compte, c'est le changement de tendance, le changement d'allure. En rythme mensuel, c'était 1,2% le mois précédent. Là, on attend que plus que, entre guillemets, 0,2. Si vous voulez, ça fait des mois que mois après mois, ça ne cesse de monter. Et donc, nous pourrions avoir, pour ce mois-ci, un premier ralentissement. C'est-à-dire peut-être, mais c'est pas sûr, parce que si ça accélère aujourd'hui, ça va être compliqué. Le dollar va encore plus s'envoler et les indices seront sous pression.
Ça pourrait être, si vraiment ça commence à ralentir, un début de bout du tunnel. Ça pourrait être un début de bout du tunnel. Alors, ces chiffres seront publiés donc aujourd'hui à 14h30. Nous allons donc regarder l'euro-dollar, l'USD-CHF, le dollar yen, l'euro-CHF, l'USD-CNY vers un retracement du dollar US ou pas, c'est la grande question. Commençons donc par l'étude du dollar US face à un panier de devises. Alors, je vais à chaque fois faire comme ça. Vous avez à gauche la représentation graphique en bougie mensuelle et je basculerai en bougie hebdomadaire. Et à droite en données journalières. On comprend la question. Le dollar est tout en haut, on le voit, il est revenu sous résistance. Regardez en données journalières le surachat massif. Le surachat massif en données journalières. L'écart aux moyennes mobiles. L'écart entre les moyennes mobiles entre elles. La 50 et la 200. La divergence baissière potentielle sur le RSI. En données journalières sur le dollar US. Tout ceci pourrait corroborer effectivement un ralentissement de l'inflation. Et donc, non pas une interruption de la hausse du dollar à long terme, mais au moins une phase de stabilisation, car il est revenu tout en haut. Alors, en données mensuelles, il serait sorti marginalement d'une phase de range. Mais en fait, il est sous la résistance, complètement sous la résistance. Notez les enseignements du système Ishimoku qui avait été donné il y a 3 mois, propre, lorsque le prix a dépassé le nuage. Là aussi, il y a un écart important à Tenkan Kijun. Ça fait partie des éléments qui suggèrent que le marché pourrait marquer une pause. Alors, vous allez voir, c'est encore plus marquant en données hebdomadaires. Vous avez ici les bougies japonaises en données hebdomadaires du dollar américain face à panier de devises. La consolidation, elle peut être attendue pour un certain nombre de raisons. Déjà, vous avez vu, nous sommes sous une grande résistance long terme, mais surtout, regardez l'écart aux indicateurs de tendance. La première trendline à pente équilibrée est très loin. Ici, la fameuse moyenne mobile à 30 semaines de Stan Weinstein. J'ai représenté ici en bas ce qu'on appelle le Disparity Index à la moyenne mobile à 30 semaines. C'est-à-dire que là, vous avez le prix et la moyenne mobile à 30 semaines. Et là, vous avez représenté en pourcentage cet écart entre le prix et la moyenne mobile à 30 semaines. Nous sommes non pas sur le record historique, mais nous sommes sur une grosse zone de résistance. Cela signifie que le surachat est tel que la probabilité d'un retour à la moyenne augmente, c'est-à-dire au moins d'une pause, voire d'un retracement. Ce qui ne neutralise pas la tendance haussière de fond du dollar, mais une tendance haussière même est toujours construite. Une phase de hausse, un trading range. Une phase de hausse, un trading range. Une phase de hausse, ça fait très longtemps. Donc, c'est une question légitime, mais qui sera tranchée par les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Logiquement, si le dollar américain face à un panier de devises, donc je vous ai montré à l'instant le DXY, je vous ai expliqué en début de vidéo de quoi il s'agissait, vous pouvez reprendre le début de la vidéo pour reprendre cela. Le cours de l'euro-dollar, il est sur cet énorme support mensuel que nous connaissons tous. Le niveau des 1,0460, un support chartiste horizontal qui est vieux de plus de 7 ans. Le marché est dessus. Il est dessus. À l'époque, lorsque le marché s'y était présenté un certain nombre de mois, une belle divergence haussière était présente. Là, ce n'est pas le cas. Il y a même une convergence baissière. Donc, quand bien même nous aurions un rebond technique de l'euro-dollar avec des chiffres de l'inflation qui ralentissent aux États-Unis, en journalier, le cadre moyen terme, lui, ouvre toujours la porte à un scénario sous les 1,04. Derrière, c'est la parité. Et aller chercher la parité serait une faiblesse intrinsèque à l'euro. Alors, je passe en données hebdomadaires. Cette fameuse moyenne mobile à 30 semaines que je vous ai montrée sur le dollar US face à un panier de devises, nous la retrouvons ici à l'envers sur le cours de l'euro-dollar, où effectivement, il y a une survente sur cet horizon de temps. Il y a un écart. Vous avez donc là la moyenne mobile à 30 semaines et le prix, et là, le Disparity Index
à la moyenne mobile à 30 semaines, c'est-à-dire la représentation en pourcentage de l'écart entre le prix et la moyenne mobile à 30 semaines. Et l'on peut pratiquer l'analyse technique sur ce spread. Et nous ne sommes pas sur les extrêmes, mais nous sommes sur une zone de support. C'est une zone de point bas. Mais la possibilité d'une ultime frayeur, d'une chute à la parité, d'une ultime poussée du dollar est possible. C'est pourquoi la situation est tendue. On voit bien partout la survente, la place qu'il y a pour un rebond technique, mais ça ne fait qu'augmenter sa probabilité. En journalier, aucune résistance n'est dépassée. En fait, pour répondre à la question, pour un vrai rebond technique de l'euro-dollar, il faudrait dépasser la résistance des 1,0640. Briser 1,0460 avec fracas, c'est aller chercher la parité. La réponse viendra cette semaine du comportement du dollar américain face à un panier de devises. D'ailleurs, le dollar partout est suracheté. Prenons le dollar yen. Le dollar yen. Cette envolée verticale, un dollar yen qui, lui aussi, est haussier, propre, qui a atteint une résistance importante à 130, qui correspond à cette superbe extension de Fibonacci. La jambe de hausse, le point bas de la pattern de consolidation, j'ai reporté, donc elle est là, l'extension. Donc les 130, il me paraît, moi, probable d'avoir une consolidation court terme sous les 130 yens, pour le dollar yen. Et en hebdomadaire, l'écart à la moyenne mobile à 30 semaines, qui est monstrueux, ne serait-ce qu'un pullback à 126. C'est ça que représenterait une consolidation du dollar US face à un panier de devises. C'est le même topo sur l'USD-CHF, proche de la parité. Cette parité et cet écart énorme à la moyenne mobile à 30 semaines devraient entraîner une consolidation seulement court terme, avec une petite divergence notée en journalier. L'USD-CNY, je vous en ai beaucoup parlé lorsqu'il préparait cette phase de compression. Alors lui aussi, je pense qu'il peut marquer le pas à court terme. Il y a, par exemple, ici en données journalières, on retrouve le même type de divergence. Tout ça suggère donc que l'USD devrait prochainement, ne serait-ce qu'entrer dans une petite consolidation. Mais attention, je pense aussi que la consolidation de l'USD-CNY pourrait être due à une amélioration de la situation sanitaire en Chine, ce qui semble aussi être un début, commencer un petit peu. À suivre donc, chers amis. Aujourd'hui, les chiffres de l'inflation aux États-Unis à 14h30 et la réponse donc pour ce que pourrait faire le dollar à court terme. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente semaine.